Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors c'est un très grand plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir Patrick Drouot. Ça fait peut-être 30 ans que je suis vos travaux et d'avoir la chance d'avoir Sensab pour pouvoir vous rencontrer, pour moi c'est une chance inouïe. 11e livre et puis 1 million d'exemplaires de vendus. Vous êtes physicien. Vous êtes spécialisé dans tellement de choses, je vais sûrement en oublier, mais je vais en citer quelques-unes. Alors vous avez donc été à l'université de Columbia à New York, vous êtes spécialiste des sciences cognitives, vous êtes spécialiste de la physique quantique, vous êtes spécialiste de la physique post-quantique, vous êtes spécialiste des états d'expansion de la conscience, mais vous êtes aussi passionné par tout le savoir des civilisations ancestrales. Vous avez enseigné aux États-Unis, vous avez enseigné au Brésil, vous avez enseigné à HEC, vous avez enseigné à la Sorbonne aussi, et vous êtes un chercheur invétéré de tout ce qui se passe. Vous avez dit écologue. Écologue, oui. C'est un beau mot, vrai. Ça. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est joli. Ah, mais si, c'est l'écologie, si vous voulez, c'est le respect de la vie sous toutes ses formes. Donc moi, je voulais vous remercier, chère Sandrine, je suis honoré que vous m'ayez invité, et donc voilà, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je suis en fait. Alors, si vous voulez, il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que je cherche? Ma famille me dit mais qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit je sais pas, mais il faut que je trouve. Mais si vous voulez, je suis, pour reprendre un parcours extrêmement rapide, je suis né en Alsace, à la fin de la dernière guerre, et j'avais un grand-père qui était un ingénieur au chemin de fer d'Alsace, donc avant que les chemins de fer d'Alsace soient rattachés à la SNCF, mais c'était un astronome amateur et un amateur d'opéra. L'opéra, ça m'a jamais trop branché, un peu, mais pas plus que ça, mais l'astronomie, oui, dès l'âge de 5 ans, il m'a appris à lire les étoiles. Donc quand j'ai été adolescent, je voulais devenir astronome. À l'époque, on ne parlait pas d'astrophysique, mais c'était vraiment, si vous voulez, le monde stellaire et la constitution de l'univers. Donc, la vie a fait que je me suis orienté vers des études de physique théorique. J'ai passé une équivalence à Columbia, à travers l'un de mes professeurs, qui m'a dit de faire une équivalence avec une université américaine. Et donc, j'ai découvert l'Amérique des années 70. Et c'est vrai que l'Amérique des années 70, c'était un choc culturel parce que c'était la fin de la période hippie, c'était la fin de la ségrégation raciale qui existait encore, c'était le début du réveil amérindien, parce que jusque dans les années 60, il n'y avait rien. Il y a eu ces mouvements de rébellion qui ne sont pas très connus de ce côté-ci de l'Atlantique, mais si vous voulez, qui ont été très importants en 1972-73, et puis bien sûr toute cette période du Vietnam, le début de la soul music, parce que j'avais un petit appartement d'étudiant sur Broadway et à la 123e rue, mais la 123, c'était le Harlem espagnol. Donc en fait, j'ai vécu, si vous voulez, dans un quartier qui était extrêmement dynamique. On entendait les tambours la nuit, le jour, ça dormait. Mon voisin du dessus, c'était un chauffeur de taxi qui était un ancien Marines. Donc lui m'a montré des aspects de New York, si vous voulez, qui étaient pas très connus pour la communauté blanche. Mais surtout, à la fin des années 60, et je la fais vraiment court, Sandrine, mais à la fin des années 60, il y a eu un livre qui est paru aux États-Unis qui s'appelait Bury My Heart. Bury My Heart, ça veut dire enterre mon cœur. Bury My Heart at Wounded Knee. Enterre mon cœur à Wounded Knee. Wounded Knee, dans le Dakota, a été le site du dernier génocide, du dernier massacre amérindien en 1893. Et donc c'est un écrivain, un historien qui s'appelle Dee Brown, qui a écrit ce livre
qui, pour moi et pour d'autres étudiants, des amis à moi, des copains et des copines qui étaient en fac de lettres, ça a été vraiment un livre de réhabilitation sur ce qui s'est réellement passé jusqu'au 19e siècle, et ce qui a été communément ce qu'on appelle un génocide. Et je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a vraiment percuté en profondeur. On a disserté sur ce livre, on s'est réunis pour parler de cette culture, de ces cultures, tout ce qu'ils avaient vécu. Et quand je suis arrivé à Columbia, l'une des premières choses, c'était Hey, do you know our Indians? Et tu sais où il y a des Indiens? Les autres me répondaient Indians, no more. Il n'y en a plus, quoi. Il n'y en a plus. Et en 1975, des amis m'ont parlé d'une cérémonie Cherokee en Caroline du Nord. Caroline du Nord, du côté de Raleigh. Raleigh, c'est à peu près, quand on dit c'est loin, non, c'est 500-600 miles, c'est 8 ou 900 km, c'est les États-Unis. Et donc, en fait, je suis arrivé dans une cérémonie de 4 jours qui s'appelle The Trail of Tears, le chemin de larmes. Et donc, si vous voulez, c'est un espèce de psychodrame que ces survivants de la déportation d'octobre 1838 faisaient soit tous les ans, soit tous les 4 ans, si vous voulez, presque pour cicatriser d'un traumatisme historique. Parce qu'en 1838, sous la pression des lobbies de Washington, le président de l'époque, qui était un ancien général de cavalerie, Andrew Jackson, a signé l'ordre de déportation. Donc ils ont rassemblé 30 000 Indiens, hommes, femmes et enfants, et les ont déplacés en Oklahoma. Oklahoma, en langue indienne, ça veut dire là où rien ne pousse. C'est-à-dire que, puis octobre, si vous voulez, c'est le début de l'hiver. Et donc, ils sont arrivés après 1500 km, mais un Indien sur 4 est resté sur le bord de la route. Et je ne sais pas pourquoi, si vous voulez, j'ai eu quelque chose, mis à part l'intérêt culturel, etc. J'ai quelque chose, j'ai été marqué par ce qu'ils ont vécu, par ce que j'ai entendu, par les chants, les danses, les rituels, etc. Et donc en 1976, je suis rentré en France et donc je n'avais qu'une envie, c'était de retourner aux États-Unis, parce que c'est vrai que c'est un pays extraordinaire, c'est le pays de tous les possibles. Ça va du pire vers le merveilleux. Voilà, comme ça on est tranquille, ça va de là, de Caraïbes dans ce là. Et donc je n'avais qu'une envie bien sûr, mais j'avais un visa d'étudiant, donc je ne pouvais pas travailler là-bas. Et j'ai travaillé pour une société américaine qui faisait des systèmes radars. Et donc j'ai décroché le pompon parce que soit je voulais me faire engagé par une société américaine ou une société française qui voulait s'implanter aux États-Unis. Et donc j'ai eu le pompon, j'ai été le patron de la filiale américaine d'une multinationale française de 30 000 personnes. Et donc j'ai eu un titre très, qui était Operations Vice President. Wow. Donc j'étais le vice-président des opérations américaines d'une grosse entreprise française. Et donc l'une de mes premières choses, j'ai repris contact avec ce qu'on appelle les traditionnels. Et j'ai fait partie d'une association culturelle amérindienne à Manhattan. Parce qu'à Manhattan, il y a des Lakota, il y a des Séminoles, des Cheyennes, des Cherokees, etc. Et donc j'en parle un petit peu, puisque je parle de Peter, qui est un Indien Sénéca. Les Sénéca, ce sont les Tsonontuans. Et donc en langue tsonontuan, ça veut dire les gens de la grande montagne. Sont des Indiens qui vivaient des deux côtés de la frontière canadienne et américaine, donc dans le nord de l'État de New York. Et donc, si vous voulez, j'ai rencontré mon premier enseignant Apache. Mais j'étais toujours dans le monde professionnel, c'est-à-dire que mon secteur, c'était de la frontière mexicaine à l'Alaska. Donc j'ai connu l'Amérique des grandes villes, j'ai connu l'Amérique technologique, avec tout ce que ça supposait, si vous voulez, d'industrie déjà avancée, et puis l'autre Amérique. Et plus tard, on me disait, mais pourquoi tu aimes les Américains? Je dis, c'est pas nécessairement les Américains, c'est les premiers Américains que j'ai aimés. Et je me suis rendu compte que j'avais un manque. Alors, je fais ma psychanalyse, chère Sandrine. Je me suis rendu compte que j'avais un manque. Et si vous voulez, en fait, j'ai conjugué le verbe avoir sous toutes ses formes.
J'ai une voiture de fonction, j'avais une Chevrolet, hein, c'était très joli, c'était très beau, c'est une grande bagnole de l'époque. Hein. J'avais un appartement 3e avenue, 87e rue, au 27e étage, où mon fils est né d'ailleurs. J'avais un salaire, j'avais une prime d'expatriation, j'avais, etc. Hein. Et si vous voulez, il me manquait quelque chose à l'intérieur. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Si vous voulez, j'ai été vraiment dans des hôtels extraordinaires, à Phoenix en Arizona, à Miami, Collins Avenue. Collins Avenue, c'est l'année des milliardaires, donc vous avez des hôtels extraordinaires. C'est un hall de réception, c'est aussi grand que Notre-Dame. Et en même temps, il me manquait quelque chose. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu as? Et si vous voulez, à l'époque, aller voir un psy ou un coach, ça faisait pas partie de ma culture. Hein, donc je gérais. Mais j'étais what's wrong, hein, qu'est-ce qui va pas là-dedans, quoi, hein. Et en fait, des années plus tard, enfin pas des années, quelques temps plus tard, j'ai commencé à comprendre que j'étais comme coupé avec en haut, vous voyez, et j'avais besoin de me reconnecter à d'autres systèmes de valeurs. Et donc, il y a eu ce premier enseignant Apache, mais entre 1979 et 1982, il y a eu énormément de rencontres qui allaient forger tout ce que j'allais faire par la suite. Donc, il y a eu mes premiers enseignants amérindiens, Jamaki qui était un Apache, Lemdir Serboiteux qui était une légende des Lakota, 2,01 m et 140 kg, et puis Black Elk hein, que j'allais suivre un certain nombre d'années. Mais là encore, historiquement, Wallace Black Elk, hein, qui avait déjà plus de 70 ans à l'époque, c'était le petit-fils de Nicolas Black Elk. Mais Nicolas Black Elk, hein, en 1874, il avait 12 ans au moment de la destruction du 7e régiment de cavalerie. Et donc, Nicolas est devenu l'un des plus grands chamans historiques hein, de tous les peuples amérindiens. Et dans les années 30 et 40, hein, il a livré tous les secrets des rituels Lakota. Et dans les années 50, Payot, hein, donc l'éditeur français, a publié Heapa Sapa, les rites secrets des Indiens Sioux. Et donc pour la première fois, on a commencé à connaître hein, les 7 cérémonies fondamentales qui structurent hein, la cosmogonie des Lakota. Mais quand Wallace enseignait, il avait été enseigné par son grand-père, hein, donc c'était l'Amérique d'avant les Blancs qui parlait. Et moi j'étais son traducteur parce qu'il l'avait fait venir en France. Hein. Et donc, si vous voulez, il pensait en Lakota avant de parler en français. Donc vous comprenez, et moi j'étais toujours en poste à ce moment-là, donc j'étais en costume 3 pièces avec les chaussures à lacets. Ça c'était la semaine, parce que les hommes d'affaires new-yorkais sont tirés à 4 épingles. On a toujours l'image, si vous voulez, un peu des Américains, et vous savez, un peu comme ça. Non, pas du tout, ça c'est une mauvaise interprétation. Et le week-end, c'était un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, vous voyez. Ah oui. Et donc, voilà. Et puis, j'ai rencontré, bien sûr, Gregory Paxson. Et Greg Paxson, c'est lui qui m'a ouvert le chemin sur les vies antérieures. Donc, il y a eu l'histoire du chamanisme originel avec la pensée des premiers peuples de l'humanité. Mais vous comprenez, je le dis avec le plus grand respect, c'est vrai qu'il faut parfois des années pour commencer à voir quelques lueurs en disant « bon sang », mais il ne racontait pas n'importe quoi. Ce qui voudrait dire que même les grands prophètes de l'humanité et les fondateurs des grandes religions de l'humanité se sont tous plantés. Donc, où est la vérité ? Donc, il fallait devenir un quêteur de vérité, aller voir. Donc, ma formation originelle, c'était bon. La science, enfin, là, si vous voulez, la philosophie scientifique du XVIIe siècle, hein, elle s'articule sur 3 choses. Ce qui est vérifiable, ce qui est quantifiable et ce qui est répétitif. Donc, ce sont 3 choses qui ont été importantes pour moi. Ce qui est vérifiable, donc souvent je dis, enfin je l'ai dit, ne croyez rien de tout ce que je vous raconte, à moins que vous ne l'ayez vous-même expérimenté, parce que là, vous allez vous poser d'autres questions.
Voilà, il faut que j'arrête parce que je vais... C'est pas moi qui vais vous interrompre, c'est pas moi qui vais vous interrompre. Ce que j'aimerais savoir, c'est vous qui connaissez si bien toutes ces civilisations ancestrales avec leur savoir, leur médecine, est-ce qu'elles ont toutes quelque chose en commun quand on voit au niveau de l'Égypte ancienne ou alors des Amérindiens, des Indiens de l'île de Pâques, des Tahitiens? Je sais que vous connaissez toutes ces civilisations et aussi en Asie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les rassemble toutes au niveau de leur approche de la médecine? Oui, 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 oui. Alors c'est une question bien intéressante. Moi, je voudrais d'abord honorer mon épouse, hein, parce que ma femme est d'origine algonquine. Hein, elle est née à Paris. Hein, c'est son arrière-arrière-grand-père, mais elle a conservé des racines et en fait, elle est huronne. Et les Hurons, en fait, si vous voulez, ont été décimés au moment des guerres indiennes et il n'en reste plus que 1500 aujourd'hui. Il y a un village qui s'appelle Wendake qui a reconstruit, c'est un village typiquement nord-américain, vous savez, avec les petites maisons, tout ça. Wendake, je ne sais pas combien d'habitants il y a maintenant, c'est à peu près à 30 km de la ville de Québec, mais ils ont reconstitué ce qu'ils appellent une maison longue, the Longhouse Nation. Longhouse Nation, ça veut dire que la nation de la longue maison, et c'est ainsi... Écoutez, il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte quand même. Vous savez que chez nous, en France, nous avons les droits de l'homme. On prenait les droits de la femme aussi, mais bon, ça s'appelait les droits de l'homme. À peu près en 1680, si vous voulez, ce sont des tribus guerrières, mais il fallait comprendre que la guerre avait... si vous voulez, un impact presque cérémoniel. C'était pas uniquement, si vous voulez, la guerre pour faire la guerre. Il y avait des règles très très particulières. Et donc en 1680, il y a eu 5 tribus qui se sont fédérées et qui sont devenus, alors il y a les Iroquois, les Atikamekw, les Mohicans, puis je ne me rappelle plus de tous maintenant, mais elles se sont fédérées et elles sont devenues the Longhouse Nation, la nation de la longue maison. Et donc ils ont créé des traités parce qu'ils avaient des langues, même si c'était des langues algonquines, hein, parce qu'il y a deux grands rameaux linguistiques, il y a la langue, enfin le rameau atapascan et le rameau algonquin. Hein, atapascan c'est le centre et l'ouest américain, et algonquin c'est le centre et l'est américain. Enfin je parle du continent, hein, la USA-Canada. Et donc ils ont créé des lois, des règles, pour vivre en harmonie, parce qu'ils avaient des rituels, des cérémonies, des pratiques, des langues qui pouvaient être différentes. Et en 1775, quand les pères fondateurs de la nation américaine ont créé les textes fondateurs, ils se sont inspirés des anciens textes iroquois de 1680. Et quand Benjamin Franklin est venu en France en 1783, hein, il a amené les textes fondateurs qu'on appelle the Founding Fathers, hein, les pères fondateurs, hein, et les pré-révolutionnaires s'en sont inspirés pour créer les droits de l'homme. Donc, si vous voulez, des human rights, hein, pour dire, hein, c'est le droit inaliénable à la liberté, quelle qu'elle soit. Et donc, ça remonte au texte iroquois de 1680. Voilà. Waouh. Donc, maintenant, je réponds. Vous savez, j'utilise l'ancienne pensée qu'on appelle la pensée labyrinthique. C'est-à-dire que vous me posez une question, au lieu de faire une réponse linéaire, je vais par là et je reviens tout doucement. Et vous revenez. Qu'est-ce qui lie tous ces peuples ? Dans la vision, alors d'abord il faut savoir que chaman provient d'un mot sibérien, saman, qui veut dire celui ou celle, hein, parce que les premiers chamans dans l'Est sibérien étaient des femmes. Donc c'est celui ou celle qui a vu, ou celui ou celle qui sait. Donc et donc ça a été, si vous voulez, un mot qui a été utilisé par l'anthropologie à partir des travaux de Mircea Eliade, hein, qui a été vraiment peut-être le fondateur de l'anthropologie et si vous voulez, de la compréhension du chamanisme traditionnel. Donc dans la vision chamanique de l'univers est en 3 mondes.
un monde souterrain, un monde physique et un monde d'en haut. Donc un monde souterrain peuplé par des esprits, éventuellement par les cavernes des animaux primordiaux, un monde physique peuplé par, bien sûr, le genre humain, mais aussi par le genre animal et végétal, et puis minéral, et puis les esprits de la nature, et puis le monde d'en haut, avec les esprits tutélaires, les esprits sublimés. Maintenant, dans la tradition chamanique, il y a littéralement 3 personnages. Le premier va être un peu le ou la rebouteuse. Hein, on va réparer des fractures, on va, si vous voulez, on va arranger quelqu'un qui a été blessé. Voilà. Ensuite, il va y avoir le fameux medicine man, medicine woman, c'est-à-dire l'homme et la femme médecine, et ou la femme médecine. Donc eux vont connaître des prières, vont connaître des rituels, vont faire des appels des esprits, les frappes de tambour avec un certain rythme, mais pas n'importe lequel. Mais le véritable chaman, c'est le voyageur des 3 mondes. C'est celui qui va connaître ce qu'on appelle l'extase chamanique, et donc qui peut aller dans le monde souterrain et puis éventuellement monter vers le monde d'en haut. Donc pour répondre à votre question, Sandrine, médecine chamanique et médecine du futur. En fait, le chaman va aller, par exemple, pour une pathologie quelconque dans le monde des plantes. Et donc, il va dialoguer avec l'esprit d'une plante. Et il va demander à l'esprit d'une plante de dialoguer avec l'esprit de la maladie. Mais quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais bon sang, parce que vous savez que depuis, je sais pas, 10-15 ans maintenant, les théoriciens, si vous voulez, de l'origine de la pathologie, donc on est dans le monde médical, sont en train de se demander si la pathologie, quelle qu'elle soit, alors bien sûr pas un rhume ou une gastro, des petits bobos si vous voulez qui passent, hein, mais des pathologies beaucoup plus sérieuses, c'est d'abord une information. Et là, on entre dans le domaine de la physique quantique, puisque c'est la manière dont les particules s'informent entre elles. Et donc, lorsque le chaman utilise l'information, l'intelligence d'une plante pour dialoguer avec l'intelligence de la maladie, en fait, si vous voulez, c'est travailler sur l'information d'une plante qui va essayer d'éradiquer l'information de la pathologie. Et ça, c'est de la médecine vibratoire. Donc, médecine chamanique, médecine vibratoire, il y a vraiment des liens, voyez. Donc, la médecine de demain va revenir aux sources, en utilisant des cristaux, en utilisant la vibration, en utilisant la prière, la visualisation, puisque c'est ce que vous nous expliquez dans votre 11e livre, La révolution de la médecine vibratoire. Ouais, et donc, vous nous expliquez à quel point c'est important, puisqu'on a parlé des différentes médecines, mais vous parlez de la médecine de demain, où effectivement, on acceptera qu'on peut soigner par la pensée, par la visualisation, par la prière, c'est important. Alors, revenons encore un petit peu en arrière dans le temps. Moi, si vous voulez, la médecine conventionnelle, telle que nous la connaissons depuis le XVIIe siècle, elle a quand même fait des accomplissements remarquables. Ah oui, moi, je le dis, ça, ouais. Il y a quand même des tas de gens qui ne vivraient plus maintenant, qui ne seraient plus en vie, et qui sont toujours en vie grâce à cette médecine. Bien sûr. Mais je me suis intéressé un peu moins, mais quand même, à l'origine de la médecine arabe. Au IXe siècle, il y a eu le prince de la médecine qui s'appelait Avicenne. Et Avicenne vivait à Ispahan, qui est une ville, je ne sais plus maintenant si c'est l'Irak ou l'Iran, mais voilà, dans le nord de l'un des 2 pays. Et donc, si vous voulez, Avicenne avait déjà une vision quantique. Et j'ai rencontré un cardiologue qui est devenu un ami par la suite. Et donc, quand je lui ai dit, mais c'est drôle, ta manière d'aborder la cardiologie et la médecine me fait penser à la pensée d'Avicenne. Mais il me dit, mais je suis envoûté par la pensée d'Avicenne. Incroyable. Ouais. Donc, si vous voulez, la médecine conventionnelle nous a permis, si vous voulez, de sortir aussi des superstitions du Moyen-Âge. Oui, parce que ça faisait peur aussi. Vous savez,
Vous savez, ben oui, vous savez que même à l'époque de Léonard de Vinci, on ne savait pas exactement comment c'était fait là-dedans. La dissection des cadavres était interdite. Donc Léonard de Vinci, en cachette, il allait acheter des cadavres pour voir comment c'était fait là-dedans. Donc il a fait les premiers plans de l'intérieur du corps humain. Il y a un médecin au 19e siècle qui est mort misérablement parce qu'il s'est fait descendre en flammes par sa confrérie. Je crois que son nom c'était Semmelweis ou quelque chose comme ça. Parce que si vous voulez, énormément de femmes mouraient en couche. Bien sûr. Et énormément de bébés mouraient très très jeunes. Donc lui, il avait compris qu'il pouvait y avoir des germes sur les mains. Oui. Il fallait se laver les mains. Par exemple, ses confrères disséquaient des cadavres et ensuite allaient accoucher les femmes. Ou alors, ils sortaient, si vous voulez, je sais pas, ils allaient planter des pommes de terre et ensuite ils allaient accoucher une patiente. Donc, énormément de femmes avaient des infections. Et lui et son équipe, il avait demandé à son équipe de se laver les mains avant chaque opération. Vous voyez, ce sont des choses qui parfois peuvent être combattues et puis ensuite on va dire, ben, finalement c'est ça. Donc, la médecine conventionnelle, elle est remarquable. Si vous voulez, par exemple, il y a des gens qui me disent « Alors moi, je vais faire de la méditation, les thérapies quantiques, qu'est-ce que je fais ? J'arrête ma chimio. » Je dirais « Ne faites pas ça. » Ou alors, prenez conseil avec votre médecin, avec votre oncologue. On peut faire l'un et l'autre. Mais oui, mais vous comprenez bien que moi je peux pas dire à quelqu'un non, il faut que tu te branches, le grand mamamouchu de l'astral va te guérir, etc. Ça marche pas comme ça. Bref, dans les années 60 est née la médecine du corps-esprit. Médecine du corps-esprit, les fondateurs, ils ont été plusieurs, mais surtout le couple Simonton. Et Simonton, lui, il était oncologue et son épouse Stéphanie était psychologue. Et donc, ils ont commencé à utiliser des techniques d'imagerie guidée, si vous voulez, pour permettre à leurs patients cancéreux soit de mieux vivre cet épisode, soit éventuellement d'avoir des améliorations de la condition du cancer. Et donc, bien sûr, ils ont vu qu'il y avait des effets très positifs. J'ai une amie très très proche qui est suisse, qui est une thérapeute superbe, qui a travaillé avec les Simonton. Moi, je ne les connais pas, mais j'ai des informations de première main, on va dire. Et donc, si vous voulez, on sait que vous comprenez bien que la manière de penser, de réfléchir, c'est-à-dire notre architecture émotionnelle, est fondamentale dans ce qu'on appelle tout simplement le bien-être. Évidemment. Pourquoi ? Parce que notre architecture émotionnelle peut générer ce qu'on appelle les 4 royales, c'est-à-dire les 4 hormones du bien-être, ou au contraire, les hormones du stress, c'est-à-dire catécholamine, l'adrénaline, pour citer les plus connus. Donc, si vous êtes envahi par des hormones du stress, c'est pas bon. Votre système, il peut pas. Alors que par contre, vous avez les endorphines, les ocytocines, les dopamines, si vous voulez, qui sont actifs dans votre corps, vous allez dire « Ah, je me sens bien aujourd'hui. » Donc, si vous voulez, la médecine du corps-esprit, elle a fait son chemin. Maintenant, si vous voulez, il y a la médecine vibratoire. Alors, ce que j'essaye, et finalement, les gens qui sont déjà dans ce domaine, peut-être peuvent dire, mais ça, on le savait déjà. Mais j'ai voulu faire un lien, si vous voulez, un petit peu plus lointain, entre les structures dites quantiques de l'être humain, et puis si vous voulez, ces corps d'énergie. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres hybrides. Ça fait 40 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait une mauvaise structure vibratoire, parce que dans nos mains, il y a des cellules qu'on appelle les cellules de Pacini, donc on peut sentir plein de choses. Et si vous voulez, quelqu'un qui a un mauvais éthérique et qui dit « je suis en pleine forme », ça colle pas. Parce que l'éthérique, c'est juste ce corps. Oui, c'était ce champ, si vous voulez, ce champ d'énergie, en fait. Parce que, si vous voulez, dans le parcours, si vous voulez, j'ai vraiment essayé
dans les années du début, donc on est dans les années 80, 82, 84, hein, je me suis dit, qui a la connaissance? Qui possède les enseignements? Parce qu'en même temps, j'avais besoin d'avoir des choses concrètes, bien sûr. Même si vous voulez, on va dire dans l'empirisme. L'empirisme, ça veut dire on suppose que, mais c'est pas démontré. Donc, je crois que l'être humain, c'est un système hybride, premièrement. Donc, à l'époque, j'ai fait 20 ans de Kriya Yoga et 4 ans de médecine tibétaine. Donc, la médecine tibétaine, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Tous les gens que j'ai rencontrés, les gens qui ont, on va dire, modelé ma pensée, ont été des enseignants de première main. C'était vraiment on va dire, des légendes de leur culture. Le docteur Yeshe Donden, c'est l'ancien médecin du Dalai Lama. Il a fui avec sa sainteté en 1959 et en 1987, il a créé le centre médical, enfin le centre d'études et de recherche de la médecine tibétaine à Dharamsala. Donc je suis allé à Dharamsala et j'ai fait venir le docteur Donden en France 2 années de suite. Mais c'est non seulement un médecin, mais c'est aussi un lama de haut rang, hein, comme par exemple un évêque chez nous, quoi, vous voyez. Et donc un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a des catégories de maladies? Il dit oui, lorsque le Bouddha a eu l'illumination, il a reconnu qu'il y avait 84 000 sortes d'afflictions. Alors 84 000, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais au XIIIe siècle, il y a eu un très grand lama qui s'appelle Tsongkhapa, qui a réformé, si vous voulez, cette vision médicale, hein, du Bouddha, et si vous voulez, il l'a synthétisé en 1016 maladies. Ces 1016 ont été catégorisées en 4 catégories, 404 maladies simples, hein, vous avez mal à l'œil, vous avez une otite, vous avez mal au ventre, tout ça, ça passe. La deuxième catégorie, ce sont les maladies plus sérieuses, hein, ça va toucher le cœur, ça va toucher les os, ça va toucher les poumons, le foie, les reins, etc. La troisième catégorie, ce sont les maladies d'origine karmique. Et la quatrième, ce sont les maladies dues, si vous voulez, aux énergies négatives, hein, des maisons, des lieux, des endroits, etc. Donc, si vous voulez, quand le docteur Donden dit ça, je lui dis, mais comment est-ce que vous reconnaissez une maladie d'origine karmique, hein, voilà. Il dit, c'est tout problème qui résiste à tout traitement usuel. Et je me suis dit, mais je me suis rappelé de gens qui disaient, ils savent pas, ils comprennent pas, j'ai passé des IRM, je fais une échographie, je fais des scintigraphies, et je comprends pas. J'ai passé des examens, on m'a fait des traitements, ou alors ça va un peu mieux, mais le problème est toujours là, etc. Et là, on peut soupçonner qu'il y a une empreinte vibratoire quelque part. Je suis, il y a longtemps de ça, puisque je peux en parler maintenant, hein, les années ont passé, j'étais filmé par TF1. Et donc la productrice, elle avait un problème de nuque. Et depuis 7 ans, donc, elle a vu 3 ostéos différents, mais qui étaient des bons chacun, sauf que sa problématique ne disparaissait pas, quoi. Et donc, si vous voulez, dans sa 3e cervicale, il y avait une empreinte de décapitation. Donc j'ai enlevé l'empreinte et la vertèbre s'est remise en place. Et donc, c'est comme ça que je suis passé avec Poivre d'Arvor sur TF1, voilà, tout simplement. Et je suis passé une 2e fois dans Ex Libris, avec aussi quelqu'un de très important pour moi, qui était Ian Stevenson. Bien sûr, le plus grand. Mais oui, Stevenson, il était professeur de psychiatrie à l'université de Virginie, et c'est l'un des rares universitaires qui s'est intéressé au phénomène de réincarnation. Vous voyez, donc il a écrit plusieurs livres, il n'y en a que 2 qui ont été écrits, qui ont été traduits en français. Le premier, c'est 20 cas suggérant la réincarnation. Donc on reconnaît la prudence de l'universitaire alors qu'en fait il était convaincu. C'est suggérant la réincarnation. Donc c'est 20 enfants
qu'il a rencontrés à travers le monde. J'ai suivi ces enquêtes, c'est extraordinaire. Voilà. Et puis le deuxième livre, c'est Ces enfants qui se souviennent. Oh, ça, c'est fantastique. Et je me rappelle, à l'époque, donc c'était la deuxième fois que je passais avec Poivre d'Arvor, donc avec Ian Stevenson, que j'avais déjà rencontré lors d'un congrès quelques années précédemment. Et donc, à la fin, je lui dis, à la fin de l'émission, je lui dis, dites donc, ça doit être dur, non? Les enfants, par exemple, qui se rappellent, et quand il y a un basculement de sexe, un garçon qui se rappelle avoir été une fille. Ouais. Et donc, il parlait pas mal français avec son accent américain. Il me dit, très, très difficile. Mais quel personnage aussi, ça. Oui, c'est un homme très, très bon, c'est vraiment vous savez, presque le professeur de film, quoi. Il avait son nœud pape, il avait... un peu Indiana Jones. Et oui. Des vies antérieures. Oui, voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous savez quoi faire. C'est le 11e livre. Il y a déjà 1 million de livres qui ont été vendus, donc vous imaginez. Donc voilà, c'est le livre qu'il faut absolument lire. Mais je voulais simplement, si vous voulez, parce que bien sûr, il y aurait tellement de choses à dire, mais nous sommes des blocs informationnels complexes. C'est-à-dire que depuis à peu près 3 mois fétals, tout autour de nous, si vous voulez, il y a toute l'histoire de notre vie. Nous sommes une bande vidéo ambulante. Et donc, la manière dont ces corps d'énergie sont structurés structure la manière dont nous nous sentons, notre état de santé, comment nous nous comportons et la manière dont nous percevons ce que l'on appelle notre monde. Et pour revenir aux médecines dites chamaniques, il y a quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, et je le dis, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'abord de médecine Navajo, c'est qu'ils essayent de restaurer un univers stable chez un individu et de reconnecter cette femme ou cet homme aux énergies remarquables de l'univers qui est un univers élégant. Merci beaucoup, Patrick.